L'histoire ennuyeuse pour s'endormir, comment les artistes de la Renaissance tendaient leurs toiles avant que ce ne soit à la mode. Salut à tous. Ce soir, nous plongeons dans un monde d'avant les tubes de peinture, avant les toiles prédécoupées parfaitement alignées dans votre magasin d'art local, et bien sûr bien avant qu'un tutoriel YouTube ne vous aide à redresser un cadre bancal. Vous êtes maintenant dans les coins sombres d'un atelier florentin. Une odeur légère de lin humide, de bois ancien et d'huile rance flotte dans l'air. Un chat vous observe depuis les chevrons. Quelqu'un fredonne faux. Et oui, ici, les artistes ne faisaient pas que peindre. Ils fabriquaient eux-mêmes leurs supports à partir de rien. Vous ne survivrez probablement pas à ça. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas le but. Alors, avant de vous installer confortablement, prenez un instant pour liker la vidéo et vous abonner. Mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et j'aimerais savoir d'où vous écoutez, mettez votre localisation et l'heure locale en commentaire. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peu, être un ventilateur pour ce doux fond sonore. Et glissons ensemble dans le voyage de ce soir. Le mot toile vient en fait de cannabis. Si. Les premiers matériaux utilisés par les artistes européens n'étaient pas faits d'un vieux stock de hippies, mais ils étaient bien tissés à partir de chanvre et de lin, deux fibres robustes et rugueuses capables d'endurer beaucoup. Mais la toile n'était pas préparée et vendue en rouleau comme aujourd'hui. Non. Si vous étiez peintre à la Renaissance, vous trouviez sans doute votre toile dans une vieille nappe, ou un linceul, ou peut être bien dans les rideaux abîmés de votre tente. Rien ne se perd, tout se transforme. Le processus commençait par le bois. Le pain était populaire. Il était bon marché, assez tendre pour être découpé sans outils sophistiqués et suffisamment léger pour être transporté si votre mécène vivait à l'autre bout de Florence. L'inconvénient ? Il se déformait énormément. La plupart des artistes n'étaient pas menuisiers, donc ils improvisaient leurs cadres à l'aide de clous, de ficelles et de la géométrie approximative dont ils disposaient. Les angles ne formaient que rarement des angles droits parfaits. Certains cadres s'incurvaient vers l'extérieur comme une barrière de dessin animé. Mais bon, tout allait être recouvert de peinture de toute façon. Vous appuyez votre paume contre l'un de ces anciens cadres. Il grince doucement et une écharde tombe comme un flocon de pellicule. Ce n'est pas grave, c'est la Renaissance. Tout est fait main, un peu de travers et plein de personnalité. Maintenant, le tissu. Imaginez-vous dans un marché, tentant de marchander un vieux rouleau de lin tout en esquivant un pickpocket et en essayant de ne pas vous évanouir sous l'effet de la chaleur. Que du bonheur. Une fois le tissu obtenu, il fallait le laver. 2 fois, parfois bouilli, parfois frotté dans un ruisseau voisin avec du savon à la soude et une pierre. Un artiste vénitien aurait payé des enfants en raisin sec pour piétiner le tissu dans des cuves d'eau de rivière, un peu comme le pressage du raisin, mais avec du savon et de petits pieds. Une fois propre, le lin était séché au soleil jusqu'à devenir aussi rigide qu'une écorce. Mais même après tout ça, il n'était toujours pas prêt. Non, venait alors l'étape de la tension. Dans les premiers ateliers, il n'y avait ni agrafe ni punaise standardisée. Ils utilisaient des clous, longues, brutaux. Les apprentis, souvent des adolescents en sueur et à moitié distraits par la faim, tiraient le tissu à main nue sur le cadre en bois, puis enfonçaient les clous de chaque côté. Le but, une surface tendue et uniforme. Le résultat, un patchwork de plis, parfois un côté plus tendu que l'autre. Si le tissu se déchirait, ce qui arrivait souvent, il fallait tout enlever et recommencer. Encore et encore. Les historiens débattent encore pour savoir si la toile a remplacé les panneaux de bois pour des raisons artistiques ou simplement parce que tout le monde en avait marre de trimballer des planches lourdes sur des charrettes tirées par des ânes. Quoi qu'il en soit, la toile s'est vite imposée surtout à Venise, où l'humidité faisait des ravages sur le bois. La toile ne se déformait pas, elle pourrissait moins vite et elle coûtait moins cher. À force de regarder 2 apprentis se meurtrir les pouces avec un marteau mal dirigé, vous commencez sans doute à vous demander où est l'artiste dans tout ça. Il fait les 100 pas, ou marmonne, ou esquisse sa 15e Madone au dos d'une serviette tachée de vin. La vraie magie, la couleur, la vision viendra plus tard. Pour l'instant, c'est de la poussière et des efforts. Une théorie marginale suggère que certains artistes frottaient leur lin avec de l'ail avant de l'enduire, soi-disant pour tuer les bactéries, ou peut être pour éloigner les esprits maléfiques. Dans tous les cas, cet atelier devait sentir la cuisine italienne en pleine canicule. Vous vous déplacez légèrement sur le banc de l'atelier et remarquez un petit tas de toiles ratées dans un coin, certaines trouées, d'autres au grain irrégulier, et certaines avec une empreinte de pattes de chat. L'art n'est que rarement propre. Le début, surtout, est toujours un peu chaotique. Et pourtant,
Il y a une beauté dans cette phase. La partie oubliée. Le labeur derrière le pinceau. L'acte lent de construire quelque chose avant que le monde n'ait jamais l'occasion de le voir. Vous penchez légèrement la tête en arrière et écoutez le son des clous martelant le bois, du tissu qui grince sous la tension. L'odeur de poussière et de sève emplit la pièce. Dehors, les cloches de Florence sonnent faiblement au loin, marquant l'heure, probablement tard. Le temps coule autrement ici. Et vous, blotti au bord de la mémoire de cet atelier, commencez à sentir doucement le sommeil vous gagner. Vous restez là où vous êtes à moitié en train de rêver dans ce vieil atelier pendant que la journée s'étire lentement. La lumière a changé maintenant, plus dorée, plus collante, capturant les particules de poussière en suspension comme de l'ambre en poudre. Quelqu'un éternue dans un coin. L'éternuement sent légèrement le cheval. Ce serait la colle. Une fois que votre toile était tendue au point de pouvoir faire rebondir un grain de raisin dessus, il fallait l'enduire. Enduire, c'est, à dire, la traiter avec une sorte de scellant maison pour empêcher le tissu d'absorber la peinture comme une éponge assoiffée. Et l'ingrédient magique? De la colle de peau. Plus précisément, de la colle animale faite à partir de restes que personne d'autre ne voulait: peau, os, sabots. La Renaissance excellait dans l'art du recyclage. Vous n'achetiez pas cette colle dans un pot, vous la faisiez bouillir. Vous faisiez bouillir des morceaux d'animaux jusqu'à ce qu'ils deviennent une gelée, que vous faisiez ensuite fondre dans une casserole et étaliez chaude, gluante et vaguement rancunière sur votre toile. Imaginez-vous debout au-dessus de cette marmite, en train de remuer un ragoût bouillonnant de morceaux de cheval, tout en essayant de ne pas vomir. La plupart des artistes laissaient cette tâche à leurs assistants, qui finissaient par s'habituer à l'odeur, plus ou moins. Imaginez une étable moite mélangée à un marché aux poissons un mardi. Ajoutez à cela le fait que cette préparation devait être fraîche à chaque fois, elle se conservait mal, et vous obtenez quelque chose de bien moins romantique que ce qu'on voit aujourd'hui dans les musées. Vous trempez maintenant votre pinceau dans la colle chaude, elle coule comme du miel de tristesse, vous la passez lentement sur le lin tendu, en ligne droite. Elle durcit presque immédiatement, le tissu devenant croustillant comme du pain trop grillé. Vous le faites à l'endroit comme à l'envers. Parfois 2 fois, si votre maître est pointilleux, pas de raccourci possible. Si vous ne l'enduisiez pas correctement, la peinture allait couler, craqueler, et vous passerez la matinée suivante à gratter des pigments sur le sol. Les historiens débattent encore pour savoir si les artistes ajustaient volontairement leur recette de colle pour obtenir certaines textures ou s'ils utilisaient simplement ce que le boucher leur donnait. Certains pensent que la peau de lapin bouillie donnait une finition plus lisse. D'autres disent que c'était la chèvre. L'un affirme même que de la poudre de bois de cerf rendait la colle plus souple, bien que cela ressemble fortement à un murmure d'apothicaire médiéval en quête de quelques pièces en plus. Alors que vous êtes assis près du feu à remuer votre colle, oui, le feu il faut la garder chaude, sinon elle durcit comme un regret, vous entendez un apprenti de l'atelier réciter une recette. Il semble avoir 12 ans, et ses doigts sont tachés d'un rouge ocre. Faire bouillir pendant 4 heures, ne pas laisser mousser, filtrer à travers du lin, puis appliquer avec une large brosse en poil de porc. Il le répète comme une incantation, comme si oublier une seule étape allait maudire sa prochaine peinture. Un maître, un vieux peintre génois boiteux et grincheux, insistait pour que l'on chante en appliquant la colle. Quelque chose à propos du rythme, disait-il. Ses toiles étaient toujours lisses. Ses apprentis, cependant, développaient tous un tic. Avec un peu de chance, la colle sèche uniformément. Mais c'est rare. L'air de l'atelier est trop humide, ou trop sec. Ou un pigeon se pose dessus pendant le séchage et y laisse une empreinte peu subtile de ses serres. Vous soupirez et recommencez. C'est la partie ennuyeuse de l'art, l'envers de l'envers du décor. Mais c'est aussi un peu magnifique. Le soin, les couches, la lenteur. Vous vous adossez, la marmite de colle fumante à vos pieds, la toile séchant sur un support au-dessus de vous. Vos doigts sont collants. Votre nez est offensé, mais votre travail prend doucement forme. Une surface en train de naître du désordre et de la patience. Certains artistes plus excentriques laissaient des notes dans leur pot de colle, des bouts de parchemin avec de petits dessins ou des blagues, comme des biscuits chinois pour peintre. Un fragment retrouvé dans un atelier conservé disait « Si cette colle tient, je mange mon chapeau ». Un autre « Cette toile est maudite, brûlez-la ». Mais tout n'était pas si morose. Une fois la colle appliquée et la toile sèche, l'atelier s'illuminait. Une brise emportait le pire des odeurs. Quelqu'un jouait du luth mâle. Un autre partageait des figues et un morceau de fromage sec. La vie revenait doucement par les interstices. Vous regardez à nouveau la toile. Ce n'est plus un tissu flasque ni un lin de marché aux puces. C'est devenu autre chose, rigide, plat, prometteur. Une invitation silencieuse à créer. Un dernier fait avant que vous ne commenciez à dériver de nouveau,
certains peintres de la Renaissance refusaient totalement la toile. Ils restaient fidèles aux panneaux de bois, comme de vieux chefs obstinés refusant les poêles antiadhésives. Ils ne faisaient pas confiance à la colle. Ou bien ils n'aimaient pas la façon dont la toile bougeait avec l'humidité. Certains disaient même que la surface chuchotait trop. Vous vous demandez ce que cela signifie. Mais vous y croyez. Tout ici semble sur le point de murmurer. Vous inspirez. L'odeur de colle s'est estompée. La pièce est plus douce maintenant. Quelque part, une bougie vacille. Vous reposez votre tête près de la base d'une toile fraîchement enduite. Sentez sa raideur froide contre votre joue. Dans quelques heures, l'artiste commencera l'après, puis l'esquisse, puis le long, dévot acte de la couleur. Mais pour l'instant, vous êtes simplement là, immobile, entouré d'une histoire silencieuse et collante. Vous remuez à nouveau alors que la lumière change plus vive maintenant, filtrant en biais par les hautes fenêtres de l'atelier avec cette teinte dorée et poudrée que seuls les matins de la Renaissance semblent porter. Un peu plus loin dans la ruelle, un coq ose chanter. Encore. Vous commencez à soupçonner qu'il ne s'agit même pas d'un vrai coq, juste d'un voisin ennuyé avec un sens de l'humour douteux. La toile a séché pendant la nuit. Craquante, légèrement froissée au coin, ferme au toucher comme un drap de lit trop repassé, elle grince doucement quand vous appuyez la paume dessus. Mais ce n'est pas fini. Loin de là. Le travail du jour, la retendre. Évidemment. La colle animale resserre le tissu, oui, mais elle le fait aussi rétrécir de manière irrégulière, comme quand on lave un Jean et qu'il finit par aller à votre chien. La solution à la Renaissance ? Retendre la toile. Cette fois avec plus de précision. Cette fois avec une vraie tension. Pas de pince hydraulique, pas de cadre métallique sophistiqué. Juste vous, un bloc de bois, et assez d'optimisme musclé pour croire que le lin va coopérer. Vous vous asseyez sur un tabouret et agrippez le bord de la toile avec une paire de pinces à tendre. Sauf qu'il n'existe pas encore de pince à tendre. Ce que vous tenez ressemble plutôt à une cuillère aplatie clouée à un manche. Vous grognez, tirez et écoutez ce petit twang satisfaisant une minuscule vibration du tissu qui vous dit que vous y êtes presque. Puis vous clouez le lin en place. Encore. Les apprentis se lançaient des défis à cette étape, pariant des olives oubliées ou des poires meurtries sur qui réussiraient à tendre une toile sans plis avec le moins de coups possible. Les perdants devaient transporter les seaux de pigments pour la journée. Le gagnant, le droit de se vanter et un peu moins de douleur dans le dos. Certains ateliers utilisaient de la ficelle au lieu de clous, l'entourant à l'arrière du cadre dans une toile compliquée qui, une fois serrée, tendait le tissu comme une araignée tissant la tension. C'était magnifique, mais cela prenait 3 heures et vous laissait les mains crispées pendant des jours. Les historiens débattent encore pour savoir si cette méthode de lassage élaborée était réellement supérieure ou simplement une ruse d'artiste pour éviter de peindre un peu plus longtemps. Dans tous les cas, elle est tombée en désuétude à la fin des années 1500, remplacée par des méthodes plus simples et plus rapides. Vous finissez de tendre le dernier coin. La surface brille légèrement dans la lumière du matin. Pas de plis, pas de bulles. Juste du lin sec et lisse, prêt à devenir quelque chose de plus. Vous pensez que le plus dur est passé. Ce n'est pas le cas. Un apprenti épuisé après sa 4e tentative ratée a un jour crié « C'est un piège !» Ce n'est pas de l'art, c'est de la menuiserie. Et honnêtement, il n'avait pas tort. Une fois la toile fixée, le cadre grince parfois. Ce n'est pas censé arriver, mais rappelez-vous, tout est fait main ici. Vous coincez un petit morceau de bois sous un angle pour équilibrer le cadre. Ça aide. À peu près. Vous vous reculez, étirez les bras et laissez votre regard se flouter légèrement en observant la surface. Et c'est là que vous le voyez. Une déchirure, minuscule, à peine visible, mais suffisante. La réparer, la poncer, retourner la toile et faire comme si de rien n'était. Certains artistes réparaient les déchirures avec du fil, recousant l'arrière comme un chirurgien. D'autres utilisaient un fer chaud et encore de la colle, créant une sorte de pansement de lin. Et quelques-uns, selon les rumeurs, peignaient simplement par-dessus et transformaient la déchirure en effet. Ah oui, cette craquelure divine, symbolique, de la fragilité spirituelle, géniale. Vous soupirez et décidez de la réparer, avec soin. Parce que c'est ce que la Renaissance exigeait. Patience, répétition et parfois un petit mensonge. Et enfin, elle est prête. Vous avez mal. Vos mains sont tachées de colle et de poussière de craie. Vos genoux craquent comme de vieux planchers. Mais votre toile est maintenant debout, comme un bouclier fraîchement forgé. Nue, parfaite, silencieuse. Sauf que bien sûr, toutes les toiles ne restaient pas silencieuses. Certaines se déformaient avec le temps, formant des bosses étranges ou des renflements au centre. D'autres se déchiraient pendant la peinture, souvent en plein milieu du front de la Vierge Marie.
et certaines, exposées à trop d'humidité, s'enroulaient comme de vieux parchemins. Mais vous n'y pensez pas maintenant, vous pensez au moment du commencement, à la blancheur, au potentiel. Une histoire étrange circulait dans les ateliers, celle d'un peintre à Sienne qui insistait pour dormir sous sa toile la veille de la peindre. Il disait vouloir que le rêve s'imprègne. Son œuvre était moyenne, mais ses rêves, apparemment assez vifs pour lui faire hurler dans son sommeil. Vous vous rasseyez. Votre dos retrouve la courbe familière du banc de l'atelier. Tout autour de vous, d'autres toiles sont appuyées contre le mur comme des témoins silencieux. Vous entendez des rires dehors. Quelqu'un laisse tomber un seau. Un chien aboie 2 fois, puis se tait. L'atelier respire autour de vous. Vous tendez la main et passez du bout des doigts le long du lin tendu. Frais, légèrement texturé, plein d'attente. C'est le labeur invisible de l'art. La partie que personne ne voit, celle qui n'apparaît jamais sur les cartels des musées. Mais ici, dans le sommeil de la mémoire, c'est là que tout commence. Vous laissez votre main reposer sur le cadre en bois, sentant le grain sous vos doigts. Quelqu'un y a gravé des initiales il y a longtemps. Juste 2 lettres. Probablement un apprenti ennuyé. Peut être vous. Vous fermez les yeux, juste un instant, et écoutez les doux craquements du bois qui refroidit dans l'air du matin. L'après-midi s'installe comme une longue expiration tiède, lourde et lente. La lumière a encore changé, s'inclinant doucement pour projeter de longues ombres diagonales sur le sol de l'atelier. L'odeur de colle a disparu, remplacée par la poussière de craie et cette légère âcreté minérale des pots de pigments qu'on débouche un à un. Et au centre de tout cela, votre toile, plate, sèche, tendue comme un tambour. Il est enfin temps d'appliquer la dernière couche avant la peinture, le gesso. Préparer une toile n'était pas simplement une étape technique, c'était presque une cérémonie. Vous puisez le mélange dans un pot en argile. Il est épais comme un yaourt un peu raté et composé de gypse ou de craie broyée, de colle de peau de lapin et parfois d'une touche de pigment blanc comme le plomb ou le titane. La consistance, glissante, presque crémeuse, et absolument envahissante dès que l'on commence. Vous l'appliquez lentement avec un large pinceau ou même une spatule en le pressant dans les fibres de la toile. Il s'imbibe légèrement, raidit encore plus, sèche en une coquille pâle et veloutée. Vous en ferez plusieurs couches, 3, peut être 5 chacune lissées puis poncées doucement. Le résultat, une surface immaculée, lumineuse, prête à recevoir le pigment. Du moins, en théorie. Les historiens débattent encore. Les recettes de gesso étaient-elles des secrets bien gardés, transmis seulement aux apprentis dignes de confiance, ou bien chaque artiste improvisait-il à sa manière? Une lettre conservée d'un peintre vénitien du XVe siècle se plaint amèrement que son nouvel apprenti a mis trop de colle et que la surface a séché comme une peau de crocodile. Ce qui, bien que poétique, n'est pas idéal pour un portrait de Madone. Et puis, il y avait les originaux. Certains artistes ajoutaient de la poussière de marbre pour plus de douceur. D'autres, pour des raisons toujours floues, ajoutaient du miel ou du lait. Un célèbre excentrique, appelons-le Lucas, car son vrai nom est trop long et trop italien pour le prononcer en somnolant ne jurait que par le jaune d'œuf dans son gesso. Il disait que cela faisait ressortir les couleurs, que cela aidait à la longévité. Et, probablement, ne pose pas de questions, fais-moi confiance. Classique Lucas. Vous testez maintenant vos coups de pinceau, longs et réguliers. Le gesso glisse comme de la neige fondue, laissant derrière lui une trace d'armure pâle. C'est à ce moment que la toile cesse d'être un tissu et devient prête à accueillir l'art. Elle n'est plus molle, ni absorbante. Elle est neutre, affirmée, disciplinée. Une toile avec des limites. Vous comprenez déjà. La dernière couche est posée. Vous attendez. Vous poncez. Vous attendez encore. La surface devient fraîche et lisse au toucher, presque comme de l'os poli. Si vous plissez les yeux, elle ressemble à de la lumière de lune. Et sous tout cela, lin, colle, marque de tension, imperfection. Mais désormais, tout est dissimulé, lissé. La scène est prête. Un dernier passage avec un chiffon propre. Vous levez la toile vers la lumière. Parfaite. Un éternuement brise le silence. Quelqu'un fait tomber un plateau de pigment ocre et jure doucement en latin. Vous ne réagissez pas. Vous êtes trop fatigué et trop satisfait. Vous l'avez fait. Et pour la première fois, vous imaginez ce qui pourrait venir ensuite. L'esquisse, la sous-couche, les couches de glacis si fines qu'elles ressemblent à un souffle. Peut être un saint, peut être l'épouse d'un mécène, peut être un portrait de quelqu'un resté assis trop longtemps et qui a désormais une crampe qu'il ne mentionnera jamais. Mais tout cela viendra plus tard. Pour l'instant, vous passez une dernière fois la main sur la surface lisse.
Elle accroche légèrement sur les bords car c'est du fait main, et aucun chef-d'œuvre ne commence dans la perfection. La toile ne se soucie pas de savoir si l'artiste est célèbre. Elle ne se soucie pas du siècle dans lequel elle se trouve. Elle attend, prête, disponible, totalement silencieuse, mais d'une puissance de promesse assourdissante. Vous vous adossez, endoloriem et fier. Derrière vous, la journée exhale cette somnolence rêveuse qui transforme chaque banc en lit et chaque brise en berceuse. Aujourd'hui, vous avez fait une toile. Pas achetée, pas déroulée, faite. Et maintenant, laissons tout se déposer. La lumière s'estompe un peu plus. Les murs se fondent dans l'ombre. Même le chat s'est roulé en boule et ne vous observe plus. L'air est immobile, le feu bas, le travail accompli. Le gesso refroidit dans le silence. Les pots de colle sont froids. Les outils sont propres et silencieux. Et le monde au-delà de la fenêtre n'a plus d'importance. Votre souffle devient lent, régulier. Vos membres lourds, mais chauds. La pièce est devenue douce et paisible. Quelque part, bien loin de ce moment, quelqu'un accrochera, peut être un jour cette toile dans un cadre doré et l'appellera divine. Mais pour l'instant, il n'y a que vous, le silence et le sommeil qui attend juste derrière vos paupières. Vous avez bien travaillé. Reposez-vous maintenant. Vous l'avez mérité.